Moi, je vivrais avec des rideaux, malgré tout, quand même. Dans les étages plus bas, ils ont des rideaux, hein, mais les 5 derniers étages, les rideaux, c'est pas la mode. Hein. Heureusement que l'iPhone a flouté, ça m'évite les ennuis. En y repensant a posteriori. Les cailloux anti-SDF. Ouais, les mecs ils s'installent au bord des cailloux en fait. Et nous arrivons sur l'espace de Tenjin, le festival Tenjin Matsuri. Le Tenjin Matsuri commence ici. Vous avez les barques qui embarquent là, le Tenmango il est là-bas au fond. Et donc c'est un des plus gros, moi je dirais le plus gros Matsuri du Japon, mais bon, un des 3 plus gros, comme disent les brochures. Donc là vous avez des grosses barges où en fait ils vont poser toutes les chaises des invités et les invités vont se poser là et ça va remonter le cours et toute l'activité va se passer au-delà du pont bleu que vous voyez là, qui est une zone que nous explorerons bientôt puisque là on arrive sur une zone à sakura. Vu d'en haut, vous allez le constater un peu mieux. Nous avons beaucoup d'arbres le long de la rivière ici. Et c'est une rangée de sakura et une rangée de momiji. Donc, rangée de devant sakura, rangée de derrière momiji. Et donc voilà. Vous voyez que dalle en fait. Hein. Mais là, dans le noir au milieu, c'est comme ça que ça se passe. Donc d'abord ici du côté gauche et ensuite des deux côtés dans la zone maximale du festival. Quelle est la différence entre Osaka et Tokyo? Pardon, c'est peut-être bête ce que je veux dire, mais Osaka me fait penser à une ville occidentale. Il y a à la fois beaucoup de choses et peu de choses qui les séparent. La ville d'Osaka est point de vue historique, la ville d'Osaka a été historiquement importante depuis beaucoup plus longtemps que Tokyo. Tokyo est une ville, en fait, qui est une ville importante depuis peu de temps, historiquement parlant. Donc, Tokyo, son histoire, sa place dans l'histoire du Japon, elle commence au fin 15e, 16e siècle. D'accord ? Quand finalement leur grande plaine va leur permettre de sortir des taxes, de l'argent, des moyens pour se lancer dans les combats pour le pouvoir qui vont aboutir avec l'avènement des Tokugawa qui vont installer la période Edo, d'accord ? La période Edo qui va commencer en 1603, 1605, quelque chose comme ça, où donc la capitale administrative va passer à Tokyo, qui s'appelle Edo à l'époque. Et ensuite, au moment de la révolution Meiji en 1860, la décennie 60, l'empereur va passer de Kyoto à
Tokyo. Donc il va aller s'installer à Edo et du coup Edo va obtenir le nom de capitale de l'Est, Tokyo. Donc on a ça, tandis qu'Osaka est la capitale économique du Japon depuis l'apparition du Japon. Jomon, c'était déjà une des deux villes. Et en fait, on avait Kobe qui était sur l'artisanat et Osaka qui était sur le commerce. Et donc, cette position économique, Osaka va la conserver jusqu'aux années 70. Et à partir des années 70, vraiment l'éclosion du boom, la réalisation du boom économique du Japon va faire passer Tokyo devant. Mais Panasonic, né à Osaka, toujours à Osaka, Sharp avait son siège à Osaka jusqu'au rachat par les Chinois, Hitachi, Kyocera est pas loin sur Kyoto, mais ils avaient une partie ici. Sumitomo, l'industrie chimique du Japon était à Osaka. La partie Kitama derrière nous et ce genre de trucs. Donc Osaka a été la capitale économique pendant très très longtemps. Et c'est vraiment très récent qu'elle ait perdu ce statut-là. C'est vraiment sur l'économie moderne mondialisée qu'elle a perdu ça. Donc on a déjà une histoire complètement différente. Osaka a été capitale pendant très peu de temps, pendant quelques petites années, au moment du changement en fait entre Nara et Kyoto. Il y a eu une petite période très courte où Osaka a été capitale impériale. Et donc c'est le palais Naniwa qu'on a derrière là. Au niveau après de leur forme actuelle, la forme d'Osaka a énormément changé déjà avec le temps parce que ça s'est développé alternativement au nord, au sud, avec des destructions, avec des évolutions. Ça a été, c'est une des rares villes qui a également changé de statut. Dans les types de villes de Japon, en fait, on a des villes qui sont autour des temples et les villes qui sont autour des châteaux. Et Osaka a été une ville qui est née principalement autour d'un temple qui ensuite a été détruit et qui s'est reconstruit autour d'un château qui a remplacé le temple. Mais alors de manière... quand on dit ça, on a l'impression qu'ils ont juste abattu le truc, ils ont construit un nouveau bâtiment. Les rénovations, le changement de la configuration des terres en fait a vraiment complètement changé à ce moment-là. Donc c'est une très très grosse opération. Donc Osaka est une des rares villes à avoir eu cette transformation-là, par exemple. Après, au niveau des destructions, Tokyo, c'est une destruction totale de la ville. Au moment des bombardements américains à la bombe incendiaire en 1945, mars 1945, Osaka, on a eu seulement 70% détruit, je crois, hein, sur l'intérieur d'Osaka. Donc ce qui nous amène à des processus de reconstruction et de choses qui sont à la même période, du coup, dans l'après-guerre. Donc on a des similitudes, forcément, c'est le même peuple qui s'en occupe, donc voilà. Ça utilise les mêmes réformes sur le cadastre et ce genre de choses. Osaka a été une ville qui a adopté des normes étrangères très tôt, en même temps quasiment que Tokyo. Le train qui part de Yokohama arrive très vite à Osaka, sur Umeda, sur le dépotoir, hein, parce que le Umeda, c'est Umelu, c'est voilà, le truc de jeter, donc c'était un dépotoir en fait au départ. Pour ça qu'ils ont pu installer la gare. Hein. Là je vous parle 1870 ou quelque chose comme ça. Osaka, pour autant que je sache, c'est la deuxième ville à installer le métro. Donc la ligne de métro Mido-Suji, qui est la première, elle doit être dans les années milieu des années 20.
La station Midosuji Shinsaibashi. Les photos que j'ai de sa mise en... Non, ils disent pas la mise en place, ils disent la rénovation. Donc je sais pas si elle était déjà ouverte ou pas, mais j'ai des photos de 1932 pour la station Shinsaibashi de métro. Donc on est sur une des premières villes du Japon à installer le métro. Juste derrière Tokyo, je pense. C'est à peu près le même rythme. On est sur la deuxième ville aussi quand il s'agit d'amener le train, ce genre de choses. Grande ville. Voilà, il y a des différences historiques, on va dire, et il y a une condition commune qui date vraiment de l'époque moderne et qui a une tronche occidentale, quoi. Les villes qui ont une tête beaucoup plus tradie, beaucoup plus à l'ancienne, Kyoto par exemple, il y a une grosse différence. C'est que c'est des villes qui n'ont pas été bombardées à la bombe incendiaire par les Américains, qui n'ont pas brûlé à plus de la moitié et qui n'ont pas eu à être reconstruites dans l'urgence de l'après-guerre. Et donc ça fait un truc, ça. Hiroshima, vous n'avez pas non plus de vieux quartiers parce que quoi. Nagasaki pareil, Fukuoka je pense que ça a été bombardé bien gracieusement, donc je pense qu'ils doivent pas avoir grand chose debout non plus. Donc soit c'est des villes trop petites qui ont été épargnées et qui ont gardé des trucs anciens, soit c'est des villes majeures comme Kyoto et en fait c'est sauvé par Hiroshima, voilà quoi, c'est dur de conserver des trucs quoi. Surtout des maisons en bois quoi. Et donc voilà, c'est ça qui fait les différences de look aussi quoi. Et depuis, comme ces villes-là, en fait, la grosse différence qu'on va avoir entre Tokyo, Osaka et d'un autre côté et de l'autre côté Kyoto, c'est que le renouvellement des bâtiments n'a pas du tout le même rythme. À Kyoto, les bâtiments restent, les business peuvent changer, mais les bâtiments restent vraiment longtemps. Ils maintiennent le truc, alors qu'à Osaka, 30 ans, ça fait plus d'argent, on rase et on fait quelque chose d'autre, quoi. Donc ça a trigger, ça a provoqué une attitude par rapport à l'immobilier, par exemple, qui est différente entre les différentes villes. Pendant qu'on fait une pause, là, du coup, voilà, je me bouffe un petit gâteau régime au chocolat. Ce sera meilleur que le croissant à la con. Quelle idée à la con, ce croissant, putain. Il nous dit, ouais, cool, c'est vendu avec Kutashinshi, ça doit être un peu quali. Tu parles, ouais. Porte-moi, ouais. Donc voilà, Galette, est-ce que j'ai un peu répondu à ta question? Avec ma bouche pleine dégueulasse. Est-ce que tu entrevois Merci. Donc là, on est à Temmabashi. Tout à l'heure, on me souvenait qu'on est passé à Dojima, qui était le lieu de l'échange, c'était la bourse du riz. Et bien là, ici à Temmabashi, c'était la bourse des légumes. Donc bord de rivière également, parce qu'en fait, voilà, c'était à la descente des bateaux qui arrivaient de Kyoto et de Uji, en fait. Les légumes s'arrêtaient ici. Et ici, il y avait les entrepôts, les bourses, etc. Le riz, lui, continuait jusqu'à Dojima, où on était tout à l'heure. À Kitahama, c'était pour des produits plus industriels, du minerai, etc. Alors, il y avait différentes quais spécialisés. Là, de Temmabashi, en fait, un peu là-bas à droite, il y a un canal qui descend vers Dotonbori. Et donc, à un moment, il y a Nagaro-Ribashi, qui était une autre section où c'était les pierres de temple, entre autres, qui étaient échangées. Donc, voilà. Donc, le sujet qui m'intéresse et que je voudrais arriver à approfondir, en fait, c'est toute la vie liée à la rivière, sur la ville et la région. C'est vraiment le sujet qui m'intéresse le plus. Parce qu'après sur Kyoto avait Fushimi qui était son port, un port fluvial, mais un port.
et qui lui permettait d'échanger principalement vers Osaka, mais pas que. Et vous avez les villes entre qui étaient des villes relais, aussi bien pour les voyages fluviaux que pour les voyages à pied, parce que à l'époque, visiblement, ils étaient très lents quand même, les Japonais. Il leur fallait plusieurs jours pour faire la descente, alors que toi, tu peux marcher le truc en 36 heures, quoi. Mhm. Il y a un streamer anglophone. Alors comment il s'appelle maintenant? Bibou, je crois. Bibo, il doit s'appeler. Qui récemment a réformé son contenu et il est vachement plus intéressant pour moi qu'avant. Et il fait de temps en temps comme ça à vélo, Osaka-Kyoto, le long de la rivière. Et bon, j'ai des amis, Seb aussi l'a fait, je sais, 1 ou 2 fois. Jean a dû le faire aussi, Talokun. Et vraiment cette approche de la rivière, moi ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien remonter, essayer de... On retournera d'ailleurs au petit écomusée sur la question. Il y a de plus en plus de personnes qui font ce type de contenu, c'est bien. Bah oui, parce